Tout le monde rêve de faire de LinkedIn son canal d'acquisition numéro 1. Trouver des clients, élargir son réseau, recruter les meilleurs talents, avec le moins d'efforts possible et sans compétences techniques. Vu l'intro, tu te doutes bien que je vais te parler de Wallaxy, avec qui devient du coup tout plus simple et tout plus automatique. Et le mieux dans l'histoire, c'est que ça commence à partir de 0 € par mois et je t'explique comment ça marche. Soyons honnêtes, prospecter manuellement, c'est long, c'est fastidieux et franchement, même si ça reste efficace, t'as autre chose à faire. Et c'est là que Wallaxy entre en jeu avec plus de 100 000 personnes qui utilisent déjà Wallaxy pour automatiser tout ça. Invitations, messages privés, suivi, tout se fait tout seul dans leur application pendant que toi, tu te concentres sur l'essentiel, à savoir la création de contenu. Wallaxy, c'est aussi simple que ça. Tu importes tes prospects, tu choisis tes messages et tu regardes les opportunités tomber comme par magie. Pas besoin de compétences techniques, juste 10 minutes par jour et ton LinkedIn devient une véritable machine à leads. Que tu sois commercial, dirigeant, recruteur ou freelance, Wallaxy s'adapte à tes besoins. Du coup, tu veux élargir ton réseau, générer des dizaines d'opportunités chaque semaine ou simplement remplir ton carnet de commandes sans y passer la journée, du coup, avec Wallaxy, c'est possible. Et tout ça pour bien moins cher qu'un commercial à temps plein, puisque je te le rappelle, ça démarre à partir de 0 €. Donc crois-moi, il y aura vraiment un avant et un après, et ce n'est plus possible de passer à côté de cette opportunité que t'offre LinkedIn et son réservoir à prospects sans fin. Tu peux donc tester gratuitement via le lien en description. Merci à eux de soutenir à ce point la création de contenu et bonne écoute. Et c'est good, ça enregistre. Très content d'être avec Amandine pour l'épisode de ce jour, qui va être l'épisode 99 de La Chapelle Radio. Tu vois, on arrive au 100. On a eu du mal à savoir. C'était difficile avec les agendas des uns et des autres, sachant que toi, en plus, c'est une grosse période pour toi, parce que tu étais un peu en lancement. Bon, bref, en vrai, j'en sais pas plus. Tu vas sûrement me le dire. Donc, écoute, Amandine, ce que je te propose, c'est peut-être de te présenter pour celles et ceux qui, éventuellement, ne te connaissent pas encore. Carrément, déjà merci de me recevoir, ça fait plaisir depuis le temps qu'on se parle. Moi c'est Amandine, ça fait un peu plus de 7 ans que je fais du référencement de sites internet, que ce soit naturel ou payant, donc des ads aussi. J'ai commencé la création de contenu de manière forte il y a 3 ans, par vraiment un pur hasard, et en fait je me suis pris au jeu. Donc aujourd'hui j'ai lancé ma marque, le SEO sans migraine, avec un peu plus de 100 000 abonnés sur LinkedIn, 19 000 je crois sur Insta, et presque 20 000 sur la newsletter, donc ça a bien pris. Je parle de SEO et je parle de SEO avec une mascotte loutre, ça n'a aucun sens et c'est pour ça que ça marche bien. Eh bien, tu sais quoi, en fait, là, ma première question, elle va être simple, parce que tu l'as sûrement déjà dit quelque part, mais d'où elle sort cette loutre et comment c'est devenu un peu ton animal totem, quoi? J'adore, parce qu'en fait, tout le monde me pose cette question et j'aimerais avoir une réponse extraordinaire à apporter. Je sais pas si tu te rappelles de l'époque LinkedIn où il fallait un peu choisir des emojis pour se démarquer, parce qu'il y a quand même pas mal de monde qui commençait à publier du contenu. Je me rappelle très bien. Gorbato, il avait le tracteur, il avait un truc comme ça. C'est ça, exactement. Tu vois, tout le monde avait sa petite touche. Et moi, écoute, je suis tombée sur ce petit emoji loutre et je me suis dit, mais ça n'a aucun sens de parler de référencement avec un petit emoji loutre super mignon. En plus, la loutre, c'est vraiment associé à un animal qui est chou, qui est doux, etc. Je me suis dit, mais à quel point j'arrive à faire suivre les gens dans ce délire de loutre du SEO. Et c'était très sincèrement un simple jeu et je me suis pas du tout prise au sérieux sur ce coup-là. Et ça a cartonné à tel point que j'en ai fait une mascotte, donc voilà. Ouais, je crois même que tu en as fait un t-shirt, je crois avoir vu passer, non? Ouais, il y a tout, il y a le merch. Il y a tout le merch qui suit. Et c'est vrai que moi, en fait, de base, quand je pense qu'en fait, on est arrivé sur LinkedIn à peu près en même temps. Moi, je crois, tu vois, je viens de fêter les 3 ans là de création de contenu. Toi, je crois que pareil, c'était peut-être fin 2021, début 2022, non, que tu as commencé à vraiment y aller très fort. C'est ça. Et c'est quoi au début, en fait, que donc, toi, c'est vrai que de base, tu travaillais chez nos amis de Wallaxy. Alors, je sais pas si tu as commencé la création de contenu en travaillant chez eux, un peu sous l'impulsion justement de toi, non, de toute ton équipe et en fait de toute cette vibe qu'il y avait autour de LinkedIn, ou en fait non, c'était de toi-même, dans tous les cas, tu as pris la décision toute seule? Non, vraiment, j'ai commencé chez Wallaxy. Je crois qu'à l'époque, Toinon, il démarrait sur LinkedIn et il cherchait des gens un peu chauds pour l'aider ou l'accompagner un peu dans cette croisade LinkedIn, ne sachant pas ce qu'on allait trouver. Et l'idée, c'était chacun parle de son sujet de prédilection. J'étais pas trop branchée création de contenu pour ma part. J'en avais jamais fait, je voyais pas trop comment démarrer, mais en même temps,
vu que j'avais ce constat que le référencement c'était vu comme très complexe et que ça m'énervait de moi de pas trouver les bonnes infos, ça m'énervait que tout était très condensé, caché, tu vois, tout comme s'il y avait un coffre d'or à l'intérieur, il y a toutes les infos mystérieuses, mais pour accéder à ce coffre, il faut que tu sois quelqu'un. Et ça m'énervait énormément. Et du coup, je me suis dit, en fait, ça marche bien avec le fait que j'ai envie de leur rendre le référencement plus simple. Donc, je vais partager sur LinkedIn ce que moi j'apprends et pourquoi moi j'arrive à faire du référencement et c'est pas compliqué. Et on a démarré en même temps avec toi, Noé. Ouais, c'est ça. En fait, c'était un peu sur cette vibe de. Ça avait pas de nom à l'époque. Alors si, il y avait quand même Grégoire Gambato qui avait appelé ça la stratégie Avengers. C'est de dire, en fait, quand vous êtes une boîte, si vous voulez en fait amplifier votre message, faites en sorte que vos salariés se mettent également à la création de contenu, mais pas à la création de contenu pour mettre en avant, tu vois, dans ton cas, Wallaxy, mettre en avant sa propre expertise. Dans tous les cas, en fait, ce sera bien pour le salarié parce que lui, c'est un asset après sa création de contenu. Et en plus, indirectement, ça met en lumière également la marque pour laquelle tu travailles, puisque t'as quand même les gens ils voient que tu travailles chez Wallaxy, t'avais sûrement la Profit Pike qui était à la DA Wallaxy, le bandeau, etc. Et donc en fait c'est vrai que vous avez fait partie des 4-5 premières boîtes en fait à le faire, et du coup avec beaucoup de beaux use cases qui ont bien marché quoi. Carrément, et puis je t'avoue que moi à la base LinkedIn je voyais vraiment ça. Tu sais, j'avais l'impression que les gens qui publiaient dessus, ils pensaient qu'on mettait que des CV. Donc je me suis dit, ok, c'est peut-être cool de publier autre chose, tu vois. Et de montrer que LinkedIn, c'est pas que tu balances ton CV avec cher recruteur. Je suis à la recherche. Tu vois, genre, tu changes un petit peu, quoi. D'ailleurs, je sais même pas s'il y a encore des gens qui le font. En fait, maintenant, comme tellement il y a plus personne qui le fait, peut-être que le faire maintenant, ça redeviendrait cool, en fait. Je pense que ça dépend de ton feed, parce que moi je suis déjà tombée sur des feeds de potes à moi qui sont pas trop sur LinkedIn et il y a encore beaucoup de gens qui publient leur CV. Ah, mais je pense que c'est peut-être parce que tu es un peu plus jeune que moi, parce que moi j'avoue que je vois personne le faire. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que je pense les gens qui, alors même si nous on n'était pas la première génération LinkedIn, on va dire, on était peut-être la deuxième ou troisième, tu vois. Mais on était encore en fait de ceux qui en fait sont devenus créateurs de contenu en le faisant, alors que maintenant en fait il y a des gens qui disent je veux devenir un créateur de contenu et qui démarrent de zéro. Alors que nous c'est plutôt on a voulu partager, faire des choses, vulgariser des concepts. Tu vois, moi c'était de base c'était plus l'entrepreneuriat, l'organisation, la productivité. Toi c'était le SEO. Et en fait c'est en voyant que ça prend, tu te prends au jeu. Et en fait c'est ça que plus on crée du contenu, je trouve en plus plus on devient expert sur quelque chose parce que on est obligé de le potasser et on est obligé de s'entraîner à le vulgariser en fait. C'est ça. Moi, ça m'a beaucoup aidé dans mon métier. Ça m'a aidé dans mon job de manager chez Wallaxy à l'époque. Ça m'aide encore aujourd'hui avec mes clients. Ça m'aide pour l'agence, ça m'aide pour tout. Parce qu'en fait, je suis dans l'obligation de vulgariser mon métier. Donc, vulgariser mon métier, ça veut dire le connaître par cœur et être capable de l'expliquer à n'importe qui n'a pas de compétences. Et avant d'arriver en fait à ce niveau de vulgarisation-là, il faut que tu penses ton sujet de manière abusive, je dirais, pour être capable de répondre à n'importe qui. Tu vois, qu'importe son background, qu'importe ses skills, en fait, là, tu es capable de lui dire ce que tu fais, quoi. Et toi, donc, du coup, ça fait 3 ans là, que tu écris sur LinkedIn. Comme tu le disais, maintenant, tu as lancé aussi d'autres canaux. On y reviendra après. Mais pareil, sur la partie LinkedIn, il y a sûrement eu, je sais pas si tu devais, imaginons en écrire un livre et le séparer, on va dire, en chapitres. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, t'étais à un moment donné, t'étais comme ça. Et à un moment donné, il y a un truc qui a fait que t'as pété d'un coup. Je sais pas, il y a eu un moment donné, je vais dire une bêtise, t'es passé de 30 000 à 80 000 en un temps record. Est-ce que tu arrives à te souvenir de la période sûrement que oui, parce que c'est pas si lointain. Et comment tu l'expliques ? Alors déjà, j'ai regardé un peu mes stats. Enfin, je suis retombée sur une de mes photos. Il y a une semaine, l'année dernière, je fêtais mes 30 000 abonnés sur LinkedIn. Donc là, il y a un an, tu étais à 30 000 et là, tu es à 100 000 et quelqu'un, c'est ça ? Là, je suis bientôt aux 100 000. Donc ça veut dire qu'en un an, il y a eu une explosion vraiment incroyable. Et comment je l'explique ? Je l'explique par, de la régularité intransigeante. C'est-à-dire que j'ai un rythme très précis sur lequel je déroge pas ou très peu. Ça m'a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Tu vois, je dirais même qu'aujourd'hui, je publie moins qu'avant. J'étais plus à 5 à 7 posts par semaine. Là, je suis plus entre 4 et 5 quand vraiment j'ai des grosses semaines. Et surtout, clairement, c'est l'arrivée de ma mascotte. Ma mascotte Loutre, elle m'a aidée en fait à créer une vraie DA, à créer un vrai univers. Et elle m'a aidée en fait aussi à faire en sorte que les gens ils s'arrêtent sur des posts où je parle de quelque chose de très complexe. D'un coup ils se sont dit waouh, c'est mignon ce truc, pourquoi une petite mascotte, ça a l'air tout simple. Ah, c'est du référencement, mais d'habitude ça me barbe, mais là ça a l'air simple, etc.
Et un autre ingrédient, c'est que j'ai pas arrêté. En fait, chaque poste, je dois être meilleur. Ça, c'est vraiment le truc que je garde en tête. Et je dois apporter de plus en plus de valeur ajoutée. Et je m'en fous que ce soit du gratuit. Tu vois, tu prendrais tous mes carousels, tu les condenses, ça pourrait faire une super offre que les gens priceraient ça super cher. Et moi, je balance ces conseils-là gratuitement parce qu'en fait, il n'y a aucun sens à ce que les gens n'aient pas au minimum ces infos-là pour faire du référencement ou pour se lancer dans le référencement. Et apporter de la valeur, tu vois, c'est là où les autres personnes qui ont commencé à parler de SEO, ils ont un peu péché et ce pourquoi certaines personnes elles se sont plantées. Parce qu'ils pensaient que les infos, quand tu les donnes gratuitement, c'est se mettre une balle dans le pied. Alors qu'au contraire, c'est juste démontrer ton expertise et montrer aussi aux gens qu'ils peuvent le faire eux-mêmes. Et quand un jour ils ont besoin de toi, bah oui, très sincèrement, ils viennent vers toi. Tu vois, moi, les gens qui m'écrivent, les gens que j'accompagne aujourd'hui, les clients que j'ai, c'est souvent des gens qui me disent « Amandine, je te suis depuis 3 ou 4 ans et je fais appel à tes services maintenant parce que j'ai besoin de référencement maintenant. J'en avais pas besoin avant, mais là, dès que j'en ai besoin, en fait, j'ai pas cherché ailleurs, quoi. J'ai pensé à toi immédiatement parce que ça fait 4 ans que tu me donnes des conseils gratuitement. » Et en fait, c'est là où il y a beaucoup de gens qui se plantent dans la création de contenu, où ils pensent que les infos, ça va être de la rétention. Alors qu'au contraire, tu gives, tu donnes. Et on s'en fout, oui, t'aurais pu faire payer ce carrousel, oui, ça aurait pu être un e-book, oui, ça aurait pu être une offre. Mais il ne faut pas penser toujours ROI immédiat, il ne faut pas toujours penser ROI aussi, tu vois, il faut aussi penser aux gens. C'est des gens qui lisent nos contenus, c'est des gens qui sont dans nos audiences. Et je pense que quand tu mets les gens au cœur de ce que tu fais, bah ça t'est rendu x10, tu vois. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé sur l'explosion de mon audience, tu vois. Ouais, non, mais c'est clair. En fait, du coup, en fait, c'est le bon conseil qu'on peut donner aux gens là-dessus, c'est qu'encore une fois, plus tu donnes et plus tu creuses une expertise et plus tu es constant, et ben en fait, plus tu vas rester top of mind dans la tête des gens. Et comme tu le dis, il y a des gens pendant 3 ans, ils vont te lire, donc ça c'est gratuit. Et en fait, le jour où ils ont besoin de ton service, de ton expertise, bah, au moins grâce à ça, et ben en fait, ils vont même pas bencher ou quoi, ils t'ont en tête directement quoi. Et je fais un petit laïus sur ton nombre d'abonnés. Là, on est le 24 octobre. Tu es à 93 000. Donc, quand sortira l'épisode, je pense que... Ah ben non, je suis con. Je crois que je le sors la semaine prochaine. Donc, bah, on verra combien tu prends en une semaine. Parce que d'habitude, en fait, parce que là, en fait, en fait, comme cet épisode, on devait le tourner il y a longtemps. T'étais prévu là pour la semaine prochaine. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est aussi rapproché. Normalement, c'est plus long. Mais au moins, on pourra voir combien tu prends en une semaine, 10 jours, quoi. Et du coup, en fait, donc là, t'as complètement pété de ouf, là, ces 12 derniers mois sur LinkedIn. Donc du coup, tu étais en CDI chez nos amis de Wallaxy, donc tu étais Head of SEO ou SEO, pardon, ou tu faisais autre chose? J'étais responsable acquisition, donc je gérais et la partie SEO et la partie SEA. Ok, donc les deux, même si j'avoue que les gens ont en tête vraiment ta partie SEO, mais demain, gérer des Google Ads ou quoi, tu sais le faire aussi, quoi. Et normalement, j'en fais beaucoup d'ailleurs. Ok. Mais du coup, il y a quelques mois, tu as quitté Wallaxy pour te lancer à temps plein. Donc, tu as repris un peu ta tagline, tu en as fait une brand et une boîte qui est donc SEO sans migraine. Ça fait combien de temps et comment ça se passe et qu'est-ce que tu vends, grosso modo? Alors oui, j'ai quitté Wallaxy 31 août, donc c'est vraiment il n'y a pas longtemps, puisque là on est à la rentrée, fin octobre. Effectivement, à un moment donné, tu vois, mon side project, donc SEO sans migraine, bah, je l'avais toujours considéré moi comme un kiff et jamais comme un business. J'avais pas pensé qu'un jour ça allait être mon business à temps plein, très sincèrement. Ouais. Je me suis dit ok, c'est du kiff, je kiffe et puis tant que ça avance, bah trop bien. Et je suis arrivée en fait comme mon audience a explosé, bah forcément mon business aussi a pris de l'ampleur. Et je suis arrivée à un choix où bah je pouvais plus gérer mon CDI et mon side business, donc j'ai dû faire un choix. Et si j'avais pas choisi de me lancer à 100% sur ma marque, je pense que je l'aurais regretté absolument toute ma vie, parce que ça faisait déjà plusieurs années, plusieurs mois que j'avais ce petit truc dans ton oreille. Là on me dit mais et si tu te mets à 100%, ça donne quoi, tu vois? Et si, parce que tu le faisais déjà en side du coup, en plus de ton CDI, ouais, tu prenais déjà des prestations, tu faisais déjà des choses comme ça quoi. Ouais, je faisais des formations, je faisais des prestages, j'accompagnais déjà des clients, donc je faisais les deux en fait. Je cumulais et mon job chez Wallaxy où je gérais une belle équipe de 10 personnes et à côté le week-end en fait je faisais mon side project, donc création de contenu, accompagnement de clients, etc. Et c'était en vrai du gros kiff. Mais je suis arrivée aussi à une limite, tu vois, à un moment donné, mon sommeil a payé le prix, entre guillemets, de ma passion. Et donc, j'ai fait ce choix-là, à la rentrée, de partir à 100% sur mon projet SEO sans migraine, parce que ça fait très longtemps que j'ai quelque chose en tête. Donc, SEO sans migraine, aujourd'hui, c'est d'une part une agence SEO, d'une équipe de 7 personnes, qui n'est pas vouée à devenir une agence usine. Déjà 7 personnes, ok. Ouais, ça allait vite.
Ça a été Mais en fait, ouais, tu le faisais déjà avant. Parce qu'en fait, en soi, même ton CD chez Wallaxy, ça donnait de l'argent de poche, en fait. Ouais, c'est ça. Et ça m'a permis en fait de tout simplement préparer ce projet-là aussi. Tu vois, mettre assez d'argent de côté pour pouvoir me permettre aujourd'hui de lancer ma marque comme j'en ai envie. Et du coup, là, j'ai lancé l'agence, donc avec sept petites loutres qui ont rejoint l'équipe. J'ai pas envie que cette agence soit une agence usine, donc pour l'instant, c'est vraiment une partie de mon business. Je veux garder une agence à taille humaine, savoir qui j'accompagne, pourquoi, et surtout choisir mes clients. Ça, ce sera mon luxe. À côté, j'ai toujours les formations, pas mal de formations SEO, formations SEA, la newsletter. Donc, des formations en synchrone ou en asynchrone, ou c'est une formation que tu as enregistrée qui est en vente? J'ai les deux. J'ai formation où les gens ils sont en autonomie totale. Et après, je fais des coachings one-to-one. Pour ceux qui veulent aussi monter leurs compétences un peu plus rapidement, on fait du coaching one-to-one pendant 6 mois, tu vois. Et les gens repartent totalement formés et prêts à leader leur propre strat SEO, quoi. Ok, trop bien. Mais moi, je te propose même qu'on fasse encore un petit retour en arrière. Parce qu'en fait, moi, il y a 2 sujets qui m'intéressent principalement. Du coup, si on reste dans la partie vraiment création de contenu, c'est comment en fait on choisit un channel, on essaie de le masteriser et après, on en teste d'autres. Donc ça va être une première partie. Et la deuxième partie, c'est comment en fait, on crée du contenu. À un moment donné, il y a une audience qui arrive, qui devient conséquente. En fait, en général, c'est vrai que moins on le cherche, plus ça arrive. Et même, on en fait presque une communauté. Et après, c'est là que les opportunités arrivent et en fait comment on le monétise, parce qu'il y a plusieurs façons de le monétiser. Donc si tu veux bien, ça m'intéresse de parler de ces 2 sujets avant en plus de revenir sur SEO sans migraine. Toi, du coup, tu as démarré sur LinkedIn, ça a démarré assez vite, mais ça a vraiment pété il y a 1 an. Mais est-ce que tu arrives à te rappeler en fait à quel moment des premières opportunités de monétisation sont arrivées? Carrément. Alors, j'ai commencé sur LinkedIn. Au début, c'était très bancal et mes premiers posts, ils font très peur. Pour autant, j'ai persévéré. Et il y a vraiment un moment donné où je suis partie sur cette tagline, le SEO sans migraine, tu vois. Et je me suis dit, ok, en fait, je vais me positionner plutôt en tant que j'apprends et je te raconte et pas je te dis quoi faire. Okay. C'est vraiment, une fois que j'ai trouvé mon why, donc c'était vraiment moi je veux rendre le SEO accessible à n'importe qui. Tous mes contenus, je les ai basés sur ça. Donc je me suis dit ok, là l'objectif de mes contenus, c'est d'apprendre aux gens à faire et de démystifier ce qui paraît impossible à faire. Donc j'ai fait ça sur un rythme donc 5 à 7 posts par semaine, différents formats, carrousel, infographie, post-texte, etc. Un peu vidéo aussi. Et en fait, quand ça a démarré, je pense autour de 10-12 000 abonnés. En fait, on a commencé à me dire « Hey Amandine, trop bien tes conseils et tout, mais est-ce que tu as une formation ?» Non, j'ai pas de formation, mais du coup, je me suis dit « Ok, vas-y, j'essaye d'en faire une. » Tu vois, j'ai jamais fait de formation, je sais pas du tout comment ça marche, mais allez, let's go, j'essaye d'en faire une. Donc, j'en fais une première, mais vraiment éclatée. Enfin, tu vois, c'est la première formation que je fais. Franchement, elle est déjà bien, mais elle est pas... par rapport à ce que je suis capable de faire aujourd'hui, tu vois, c'est vraiment... c'est un petit bébé, quoi. Et je balance juste ça à mon audience, tu vois. Ah oui, en fait, vous m'aviez demandé une formation, je l'ai fait. Et les gens l'apprennent beaucoup, tu vois. Je me dis, ok, en fait, il y a une vraie traction qui se passe. Et c'est un truc que tu vendais combien? Il y avait quoi dedans? Je pense que je la vendais 150 €. Il y avait vraiment l'explication des 3 piliers du SEO, tu vois, comment trouver tes premiers mots-clés. Tu vois, c'était... Limite, ça aurait pu être un e-book, un guide pratique, tu vois. C'était un truc écrit en plus, c'était même pas vidéo? Non, c'était un truc écrit, pas vidéo. Oui, j'aimais pas du tout tourner, j'aimais pas filmer et tout. Donc je m'étais dit, vas-y, je le fais en écrit. Et en fait, les gens ont kiffé que je fasse de l'écrit parce qu'ils se sont dit, oh putain, enfin, je suis pas obligée d'écouter quelqu'un parler, je dois mettre pause, réécrire. En fait, du coup, limite, le format que j'ai fait a tout de suite matché avec mon audience. Et en fait, tout ce que j'ai fait au long de ma création de contenu, c'est que j'ai juste écouté les gens. Donc j'ai écouté ce qu'on me demandait. Ok Amandine, trop bien ta formation, est-ce que tu penses que tu peux ajouter ça? Ok, pas de souci. Ok Amandine, est-ce que tu fais du coaching one-to-one? Non, pas du tout. Vas-y, si tu veux, on démarre ensemble et on affine. Et j'ai commencé les coachings one-to-one comme ça. Pareil, tu vois... Ok, tu fais de l'accompagnement SEO avec vraiment une formule où on peut te contacter au moins une fois par mois, où tu es dispo sur Slack, etc. Non, pas du tout. Allez, go. Je le mets en place. Et en fait, j'ai juste écouté les gens, j'ai adapté mon offre en fonction de ce qu'on me demandait. Et en fait, ma marque, elle s'est monétisée malgré moi, puisque à la base, moi, je voulais juste publier du contenu. Je n'avais pas d'idée ou de vocation à en faire un business. Et c'est arrivé... parce qu'on me l'a demandé et ça a été que du kiff, tu vois, parce que j'ai jamais forcé pour vendre quoi que ce soit. Mon objectif, c'était pas de vendre. Mon objectif, c'était d'apprendre aux gens comment faire du référencement. Et du coup, ça a été parfait puisque ça a construit en fait une audience, même au-delà de ça, moi, ça m'a construit une communauté en fait.
Là, j'avais une audience, là, j'ai une communauté. Tu vois, j'ai vraiment vu la différence entre les deux. Et puis, tu es devenu vraiment, du coup, un leader d'opinion là-dessus. Et je suppose que la dernière brique là-dessus, ça a été, du coup, aussi l'influence. Ouais, l'influence est arrivée. Je crois que tu n'en as pas abusé, mais je crois que tu as fait quand même pas mal de trucs quali. Et alors, pareil, comment ça t'est arrivé? Qu'est-ce que tu as fait? C'est arrivé très tard pour moi, la demande de sponsor, en gros, de post LinkedIn, etc. Je pense que c'est arrivé quand je commençais à avoir 55 000 abonnés, tu vois, dans ces eaux-là. Et c'était un monde assez inconnu pour moi. Au début, j'ai refusé beaucoup de sponsors, en toute transparence, parce que je me suis dit, si ça n'a pas de lien avec ce que je fais ou ça n'a pas de lien avec ce que je veux apprendre à mon audience, alors je refuse. Et ça est un choix qui peut être un peu clivant. Hein. Au début, tu peux te dire, bah non, je prends toutes les marques, vas-y, go. Et moi, vraiment, mon ingrédient, c'était encore une fois, je parle à des gens, je parle à des humains. Je vais pas les prendre pour des cons, en fait, tu vois. Ouais. Là, je vais pas te faire un post sponsor Emma Matelas sur du SEO, tu vois, ça n'a aucun sens. Et rien contre Emma Matelas, hein, mais c'est juste, tu vois, ça n'a pas de sens pour moi. Je ne peux pas accepter cette sponsor, par exemple. Tu vois, ça ne marche pas avec mon audience, ça ne fait pas sens. Donc, j'ai accepté que des choses qui faisaient sens, tu vois. Des outils de compta, ça fait sens parce qu'il y a pas mal d'entrepreneurs dans ma communauté. Des outils de SEO, c'est le Graal parce que c'est le cœur de mon audience. Un outil. T'as fait des trucs avec SEMrush, non? Ouais, j'ai fait pas mal SEMrush, j'ai fait un peu Notion aussi. Notion, bah ouais, l'orga, il y a des outils, il y a des mais c'était avec moi, Notion, non? Ouais, c'était avec toi. Ah oui, je me rappelle, oui, voilà. C'est qui le bâtard qui fait des trucs Notion aussi? Bah en fait, c'est moi. C'est drôle. Et dès que ça fait sens, j'acceptais. Mais très vite, tu vois, j'ai vu aussi les limites, tu vois, je n'avais pas envie d'avoir que des posts sponsors, donc j'ai limité ça à 1 à 3 max par mois, avec que des marques qui font sens, et plus ça va, et plus j'affine. Et si j'ai le moindre doute, maintenant je refuse. Et je fais que des posts sponsors si je sens que ça va être du kiff pour mon audience et du kiff pour la marque. Mais si c'est juste pour prendre de la REM et me dire, oh bah voilà, c'est bon, ça m'intéresse pas. Ok, non, mais hyper aligné là-dessus. Même si moi, tu vois, moi, au contraire, je fais partie de ceux qui en ont un peu abusé à un moment donné parce que j'avais besoin d'argent. Donc, du coup, j'acceptais beaucoup de choses, même si je refusais quand c'était des concurrents, des outils que j'utilisais ou quoi. Mais ça, que toi, dans ton cas, ça a été quand même assez. On va dire, c'est une masterclass là-dessus parce que, en fait, tu as incorporé du coup l'influence dans ta création de contenu. Donc, en fait, ça n'a pas du tout abîmé en fait ta marque et ta marque personnelle, en fait, quoi. Donc, c'est ça qui est intéressant là-dessus. Objectif, hein, vraiment, quand je me suis dit, ok, j'intègre de la sponsor, mais que si ça apporte quelque chose à mon audience. Et si c'est pas le cas, je prends pas. Ouais, non, mais très clair là-dessus. Et du coup, pour rester un peu dans le même sujet, alors, sauf pas la partie monétisation, mais donc, tu es sur LinkedIn, ça commence à péter, grave et tout. Toi, pour le coup, t'es quand même très niché, t'es vraiment sur une expertise qui est le SEO. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que, je vais peut-être dire une énorme connerie, mais genre 70-80% de tes posts concernent le SEO, non? Ouais, c'est la majorité de mes posts concernent le SEO et il y a un post, voire 2 posts max par semaine qui vont être des posts coulisses où je vais parler de moi. Ou montage de mon agence, ou tu vois, là, comme je suis en train de faire des SaaS SEO, je documente un peu ce que je fais aussi. Mais ma base, en fait, ça reste, surtout moi, mon format préféré, c'est le format carousel, parce que ça me permet de pouvoir balancer des infos, les simplifier par du visuel et du design, intégrer la loutre de manière simple aussi pour que ça adoucisse un peu les mots que je suis en train de dire. Et en fait, ça, c'est mon cœur de contenu, tu vois. Ma tagline, c'est « Je t'aide à comprendre le SEO sans migraine ». Donc, ma majorité de mes posts, ce sera du SEO. Et je ne me contente pas de dire juste le SEO, c'est ça. Non, le SEO, c'est ça, et voici comment on le fait. Tu vois, j'ai beaucoup basé ma création de contenu sur pas juste c'est quoi, mais comment. Parce que c'est le truc que je reprochais le plus, tu vois, quand moi je voulais apprendre le SEO. C'est qu'on me disait, oui, il faut faire ça. Ok, super. Et comment, en fait je sais pas, explique-moi, tu vois, soit dis des mots simples, explique-moi comment faire de A à Z, me dis pas, il faut faire ça, il faut pas faire ça. Du coup, j'essaie toujours de garder ça quand je suis en train de créer un carrousel, qu'importe le temps que ça me prend, et ça me prend énormément de temps. C'était ma question d'après, du coup, c'est quoi? En fait, aujourd'hui, combien de temps tu mets à faire un post en moyenne, et en fait, combien de temps tu adaptes ton agenda sur la partie vraiment création de contenu? Et je vais même mettre une troisième question dans la question, c'est même, en fait, comment tu t'organises? Est-ce que c'est un peu tous les jours? Ou est-ce que tu as un jour dans la semaine, il est dédié à la création de contenu? Comment tu t'organises là-dessus? Et alors, je sais pas si tu te rappelles, même moi, je me rappelle même plus de la première question, peut-être que tu as vu, mais… Alors, ça dépend des semaines. En majorité, la création de contenu, ça reste quand même ça me prend facile 5 à 10 heures par semaine. Ça peut être plus pas mal en quand même, fonction mais ça va en vrai.
Ouais, ça dépend des sujets aussi que je dois traiter. Plus le sujet SEO est complexe, plus je vais y passer du temps parce que je veux le vulgariser. Quand je fais un post, un bon carrousel me prend 1 heure. Et après, je le fais toujours relire par quelqu'un qui n'est pas dans le milieu. Toujours. Toujours, c'est une règle. Genre, est-ce que tu as compris? Est-ce que c'est clair? Est-ce que j'ai dit un mot trop complexe? Toujours une vision externe. Ensuite, globalement, j'ai des créneaux dédiés dans mon agenda, mais la créativité, tu peux faire ce que tu veux, hein. Tu peux essayer de la planifier dans un agenda. C'est pas parce que tu as décidé que lundi matin de 10h à midi tu faisais des posts LinkedIn que ton cerveau il va suivre. Donc on va dire que j'ai un planning idéal, mais c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Il y a des fois où tu as des moments de créativité, je vais essayer de les suivre. Donc parfois ça peut m'arriver, tu vois, cet après-midi j'avais prévu de faire ça. Ah bah non, je me sens dans un élan plutôt de création de contenu, j'ai grave des idées. Bah je décale, bah vas-y j'annule et hop, prio création de contenu. Puisqu'en fait la création de contenu c'est le pilier de mon business. C'est-à-dire que moi mon rôle, que ce soit dans l'agence, que ce soit dans les outils, c'est de porter la marque et donc de lui donner de la visibilité. Donc de créer du contenu. Donc c'est ma mission numéro 1 avant même de faire des process. C'est ton sales en fait, parce que en fait, aujourd'hui je suppose que toi tu fais zéro outreach, non? Pas de prospe, pas de sales. Ouais, c'est que de l'entrant. Que de l'entrant. Et aujourd'hui tu dirais que c'est quoi ton funnel? C'est quoi, les gens ils voient tes posts LinkedIn ou ils voient tes newsletters, tu les ramènes sur un site et après c'est quoi? Ils prennent rendez-vous ou ils peuvent même acheter directement en ligne? Je dirais que mon tunnel, c'est effectivement le premier point de touche, c'est soit Instagram, soit LinkedIn, parce qu'Instagram a pris beaucoup de place ces derniers mois. Tu sais que j'étais en podcast hier avec Caroline Mignot, et pareil, je lui disais, si tu devais garder ta newsletter ou LinkedIn, tu garderais quoi? Elle me dirait, ni l'un ni l'autre, je garderais Instagram, qui en fait devient mon réseau le plus qualitatif en termes de génération de leads et de clients, quoi. Ouais, et même de communauté, je dirais, vraiment. Mais LinkedIn, ça reste mon chouchou. Mais effectivement, Insta, ça commence à bien peser. Mais du coup, le funnel, c'est en gros un post sur les réseaux sociaux. Ensuite, souvent, les gens, je les pousse vers la newsletter parce qu'en fait, la newsletter, ça me permet de donner du contenu où je vais plus loin. Tu vois, je suis quand même limitée sur un post LinkedIn. Enfin, il faut que les infos elles soient pertinentes mais courtes. En même temps, il y a un certain visuel à respecter, certaines règles de copywriting. La newsletter, c'est mon endroit, c'est mon espace. Si je veux te caler un pavé de 20 lignes, je sais que tu vas le lire. Parce que si tu t'es inscrit, c'est que tu cherches à apprendre le SEO. Et du coup, dans la newsletter, je donne plus de conseils, encore plus de conseils gratuits. Oui, toujours plus. Et après, c'est souvent là que les gens, effectivement, soit ils vont sur mon site où il y a une page Travailler avec moi ou Te faire accompagner, soit ils prennent les formations en ligne puisqu'ils ont envie d'aller plus loin par eux-mêmes. Ça dépend. Ok, hyper clair. Et bah, du coup, pareil, ce que j'allais te demander tout à l'heure, mais tu vois, je me suis auto-coupé la parole en me posant une autre question. C'est toi, donc du coup, tu as été à fond sur LinkedIn. Et à quel moment tu t'es dit, tiens, je vais essayer d'aller sur d'autres réseaux, d'autres channels, donc qui sont, alors je sais pas dans quelle heure tu l'as fait, ou si tu les as fait en même temps, la newsletter, Instagram. Et après, je sais même pas si tu es également sur YouTube ou quoi, ou si c'est un objectif. Est-ce que ça a été quoi un peu ton cheminement là-dessus? Le cheminement, ça a été, du coup, j'ai commencé Instagram et YouTube il y a 1 an. Le seul cheminement, c'était j'ai plein de contenu, viens juste le republier ailleurs. Ouais. C'est tout. Il n'y a aucune autre stratégie. Donc vraiment, je me suis dit, en fait, tout le contenu que je crée pour LinkedIn, j'ai des vidéos, j'ai des carousels, j'ai des infographies, ça s'adapte à quand même Instagram. Et tous les shorts que je fais, ils peuvent aller sur YouTube, tu vois. Donc ma première stratégie, ça a juste été de tout ce que je publiais sur LinkedIn, je le refaisais sur Insta et sur YouTube, sans grosse strat, sans adapter au réseau, en plus au début. Donc tu vois, j'ai fait toutes les pires boulettes. Tous les trucs, on dit ouais, un réseau, un format, moi j'étais en mode allez, tous les mêmes, on y va. Et ça n'a pas empêché de prendre, puisque sur Insta, je suis montée quand même assez vite. Après, j'ai pas une grosse expérience Instagram, ça fait qu'1 an que je suis dessus, mais en 1 an, j'ai fait 19 000 abonnés. Pour moi, je m'attendais même pas à en faire 3 000. Ouais, donc, c'est ouf, hein. Et puis en plus, je suppose que toi, c'est 19 000 abonnés ultra ciblés, quoi, tu vois, donc... Très ciblés et surtout très réactifs. Tu vois, en fait, là-bas, c'est une communauté, tu vois. Je mets une story, j'ai 300 réponses dans l'heure. Hein. Et je me dis, ah ouais, ok. Ça te pompe pas trop de temps, ça? J'ai pris une community manager pour Instagram. Ok. Pas pour LinkedIn, parce que je ne délègue rien. Une CM quoi, une CM freelance ou tu utilises un outil? Tu utilises quoi? CM freelance qui a rejoint mon équipe d'ailleurs après. Ok, et qu'on embrasse d'ailleurs. Eh oui, bisous à Karine. et du coup, et la newsletter, ça par contre, tu l'as fait assez vite, non? Newsletter, non, pareil, je l'ai fait il y a 1 an et demi, peut-être 2 ans maintenant. Et sans grandes ambitions, je voyais beaucoup de gens se lancer sur Substack et en fait, ils aimaient trop le format.
Alors c'était hyper satisfaisant. Et je me suis dit, vas-y, moi aussi j'ai envie d'essayer. Juste ça, hein. J'ai juste envie d'essayer, tu vois, c'est tout. Mais en fait, c'est assez logique parce qu'en fait, sur LinkedIn, en fait, à un moment donné, il y a un côté frustrant qui est un côté où tu peux pas aller plus loin. Alors que là, d'un coup, tu peux rentrer dans le détail, quoi. C'est ça, et en fait, vraiment, il me manquait ce côté-là. J'ai besoin d'écrire, j'ai besoin d'aller plus loin. Et maintenant, même, tu vois, mon process de création de contenu commence un peu à s'inverser. D'une newsletter que je rédige, je fais mes posts LinkedIn après. Tu vois, parce qu'en fait, dans la newsletter, je poste tellement mon concept qu'en fait, ça me fait plusieurs posts. Alors qu'avant, c'était plutôt l'inverse. Tu vois, je prenais mes posts LinkedIn, je les repurposais en newsletter. Là, je fais l'inverse maintenant. Et à quel point tu planifies? Est-ce que toi, je vais dire une connerie, là, à date, on est le jeudi 24 octobre. Est-ce que, je sais pas, je donne une connerie, tes posts LinkedIn, ils sont planifiés jusqu'au 15 novembre ou c'est quand même du flux tendu? J'essaie toujours d'avoir une semaine d'avance, au minimum, parce que sinon, c'est trop short. Mon rythme idéal, c'est quand j'ai 2 semaines d'avance. Là, je me sens trop bien. Moi aussi, j'adore. Moi, j'avoue que j'ai du mal en ce moment. J'arrive plus à avoir 2 semaines d'avance. J'ai qu'une semaine. Tu vois, limite, regarde, si je suis hyper honnête, tu vois, là, on est le jeudi 24. Si tu prends mon planificateur, tu vois, c'est planifié que jusqu'à dimanche. Donc, tu vois, demain, qui est ma journée de création de contenu. Moi, justement, alors c'est contraire à toi. Moi, j'aime bien quand même avoir une journée. Et puis, tu vois, en fait, quand je me lève le vendredi matin, tu sais, j'ai l'impression d'être sur un nuage. Je dis, putain, aujourd'hui, c'est que création de contenu. Il n'y a pas de production, il n'y a pas de visio, il n'y a pas de tout ça et tout. Je suis trop content, quoi. Et c'est en une journée, il faut que je fasse un maximum pour prendre un maximum d'avance, quoi. Que ce soit LinkedIn, newsletter et autres, quoi. Très cool, très cool. Je fais ça, mais comme je t'ai dit, des fois, ma créativité, elle suit pas ou elle en fait qu'à sa tête. Donc, on va dire que j'ai des créneaux comme toi. Néanmoins, je suis plus à l'écoute. Si tu vois, des fois, j'ai fait péter. Je suis désolée d'ailleurs pour les gens qui m'ont écouté. J'ai fait péter des podcasts parce que j'avais trop d'idées. Et j'avoue avoir déjà annulé des podcasts parce que j'étais dans un élan où là, j'étais pas dans un élan de podcast, mais vraiment, il fallait que j'aille poser ce que j'avais dans la tête, donc écrire une newsletter, faire des posts LinkedIn et tout. Donc j'essaye aussi de beaucoup... En fait, c'est aussi pourquoi je me suis lancée à mon compte et pourquoi, à un moment donné, j'ai quitté le monde du salariat, c'était pour être libre. Donc c'était pas être que libre financièrement, tu vois, c'était aussi libre de mon emploi du temps, libre de mon temps. Et dans mes premières semaines, j'ai fait beaucoup d'erreurs, tu vois, quand je me suis lancée, c'est que j'ai chargé mes semaines, limite au créneau près, tu vois. À tellement... Faut charger que la moitié. À tellement en fait vouloir dire oui, à vouloir donner des coups de pouce à droite à gauche, à vouloir... tu sais, c'est très difficile en vrai de dire non. Enfin, pour moi, c'est un exercice en tout cas. Dire non à oui, est-ce que tu peux passer dans notre podcast et nous donner un coup de pouce? Ah, c'est horrible, j'ai trop du mal à dire non, c'est compliqué. Maintenant, j'apprends et surtout, j'ai recruté quelqu'un aussi pour être la barrière entre les demandes et mon emploi du temps parce que ça devenait ingérable. Mais du coup, je suis à trop charger mes semaines, c'est là où j'ai pris du retard et c'est là aussi où je me suis enfermée dans une fausse liberté. En fait, je choisissais plus mes contraintes. Et donc, je pense que quand on crée beaucoup de contenu, en fait, il ne faut pas hésiter à avoir des agendas où il y a peu de visio, peu de créneaux bloqués, peu de réunions. C'est le rêve. Peu de tout ça, en fait, tu vois. Et je commence à trouver mon rythme mieux maintenant que je dis non. Même si c'est toujours aussi challengeant. Mais je pense qu'il faut se laisser de la liberté, en fait. Ok, écoutez, hyper clair. Je pense qu'on va arriver vers la fin, mais du coup, j'ai encore quand même quelques questions là, vraiment maintenant sur ton agence. Donc, tu l'as montée il y a 2 mois, mais on va dire c'est pas sorti de terre il y a 2 mois. La marque existe depuis quoi, une petite année. Et puis même 3 ans. Ouais, mais en fait, vraiment ton activité un peu en side, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Ouais. Ah, t'as commencé direct. Ouais, quasi. J'ai fait 5 ans chez Wallaxy et 3 ans pendant 3 ans. Ok, donc tu vois, moi, il me semblait que tu avais commencé genre 2022, 2023, tu vois, par là. Donc en fait, pas du tout. Et non, j'ai commencé par pur hasard. Vraiment, à chaque fois, tu sais quoi, j'ai fait un buzz Instagram à cause de ça. Ce que je racontais dans le podcast de chez Benoît Dubois. Mon premier client en auto-entrepreneur et pourquoi j'ai ouvert mon statut, c'est parce que mon chaton, à l'époque, a mis un coup de croc dans mon Mac. Et mon écran s'est fendu en 2, littéralement. Tu sais, quand il est vert et qu'il y a du liquide qui sort, t'as l'impression qu'il y a sa queue dans les films. Attends, mais ton chat, c'est pas un chat, c'est un tigre en fait. Je pense surtout que l'écran des mecs sont fragiles, mais... Ouais. et du coup, je suis allée, tu sais, tu fais le truc à la con. Tu prends Google Maps, mon premier réflexe, réparation Mac, tu vois. Et il y a un mec qui était vraiment à 150 mètres. J'y suis allée direct. Je lui donne mon Mac et en gros, tu vois, je lui dis, ok, sauvez-moi. Je n'ai pas d'autre Mac, c'est mon seul outil de travail, tu vois. Il me dit, ok, à la fin de la journée, c'est bon, c'est réglé. Je reviens le soir et il me dit, au fait, je suis désolée, mais quand du coup j'ai réparé l'écran,
Du coup, j'ai allumé l'ordi et tout. J'avais laissé mon mot de passe, c'était dans les conditions de réparation. J'ai vu que vous étiez sur une page où vous faisiez du référencement. Moi, j'ai besoin de quelqu'un pour m'accompagner. Est-ce que vous pouvez le faire? Et je lui dis, j'ai pas de statut, mais je peux l'ouvrir. Putain, cette chatte. et on peut le tenter. Et du coup, c'est comme ça que j'ai eu mon premier client pendant plus d'un an. Ah, c'est gaulerie, elle est bien l'histoire. Bon, j'espère qu'elle est vraie, mais en tout cas, si elle n'est pas vraie, l'histoire est cool, quoi. On aime bien. Elle est totalement vraie. Et donc, du coup, aujourd'hui, ça donne quoi? Je sais pas si tu balances un peu des chiffres ou quoi, mais alors, regarde, même sans donner des chiffres, en fait, c'est plus donner en fait un peu des idées de aujourd'hui combien de clients tu gères. En fait, même aujourd'hui, tu disais que tu avais une équipe de 7 personnes. Je sais pas, en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles font en fait pour un peu comprendre comment tu t'organises, quoi. Pas de souci. Alors effectivement, je parle jamais de chiffres parce que pour la simple et bonne raison que c'est juste de l'ego et les gens aiment juste se comparer. Et moi, je déteste ça. Donc c'est pour ça que j'aime bien que ce soit mon petit jardin secret, enfin le mien et celui de mon équipe. Et gardons le secret. En fait, dans la marque SEO sans migraine, tu as l'agence où il y a 7 personnes qui ont des compétences très différentes. Donc, tu as des experts SEO, SEA, mais tu as aussi des experts YouTube SEO. Tu as des experts aussi copywriting, parce que pour la partie newsletter. Et tu as aussi, j'ai dans mon équipe, un super développeur SEO avec lequel on est en train de monter des outils de SEO, donc des SaaS, ça va bien te parler. Et donc l'agence, en fait, elle se décompose aussi comme ça. Donc il y a une partie où on va gérer des clients, en général, une petite vingtaine max par mois pour être sûr, qu'on soit bien présent, disponible, et on reste aussi à taille humaine, c'est-à-dire que moi, j'ai pas envie de savoir demain, quand on m'appelle, je sais même pas quel client c'est. D'ailleurs, si c'est des clients locaux, moi j'aime beaucoup me déplacer, donc je vais me déplacer, je vais aller les voir, je vais aller voir leur business. Toujours à Montpellier, du coup? Quand ils sont à Montpellier ou vers Nîmes, tu vois, j'y vais. Mais toi, t'es toujours à Montpellier, toi? Toujours, ouais. Ok. Quand ils sont pas loin, j'y vais si j'ai la possibilité. Enfin bref, une agence vraiment que j'ai envie de garder de proximité parce que c'est ce qui me fait le plus kiffer. Après, tu as toute une partie quand même formation, donc il faut les mettre à jour, il faut les entretenir. J'ai un Discord avec tous les élèves de formation, donc ça s'entretient aussi. Ça, tu recommandes ça, Discord? Parce que moi, j'ai du mal à y aller, mais est-ce que vraiment c'est un véritable asset, un véritable plus pour la communauté? Franchement, pour moi, ça a été un plus. J'étais sur Slack, mais Slack, en fait, me limitait énormément, effectivement. Et du coup, je suis passée par Discord parce que ça me permettait de faire plus de choses. Et tu sais quoi, les gens qui n'osaient pas m'écrire par mail, parce que tu vois, si c'est chiant, les mails, des fois, faut dire, tu as une toute petite question sur la formation, c'est chiant. Là, sur Discord, tu vois, Amandine, trop bien l'espace, moi, ça me permet de te parler. Ça permet aussi qu'ils se parlent entre eux, ça permet qu'ils célèbrent un peu aussi leur victoire, tu vois. Moi, ça y est, premier mot-clé atteint. Tu vois, c'est aussi une continuité de la communauté pour les gens qui achètent mes formations. Et du coup, ça apporte un petit plus. Et moi, ça me permet d'être en contact tout le temps avec mon audience, ma cible. Ok, vous avez besoin de quoi? C'est quoi je comprends vraiment leurs besoins. Et après, tu as la partie SaaS. Là, il y a le premier qui est sorti. Alors, c'est quoi? Ça s'appelle Traduire sans migraine, forcément. Sans migraine toujours. Et ça permet de traduire ton site, article et page en un clic, en conservant tes optimisations SEO. Comme Weglot? Non, en fait, le problème de Weglot, c'est que ça crée pas de page. Donc, en fait, même si j'ai toujours entendu parler que Weglot, c'était SEO friendly. Alors dans ce cas-là, je vais avoir une vision très différente. Weglot, c'est bien quand tu veux juste donner la possibilité à tes utilisateurs d'accéder à ton site dans une autre langue. Néanmoins, si tu veux rank sur Google dans d'autres langues avec Weglot, c'est pas possible puisque en fait, il n'y a pas de pages qui sont créées. Donc en fait, quel contenu tu donnes à Google, quel mot-clé sur lequel tu te places, tu peux pas vraiment optimiser ta page. Donc là, c'est dispo uniquement sur WordPress pour l'instant, parce que WordPress, ça reste mon chouchou. À l'ancienne. Moi j'aime tellement WordPress, Tu sais que moi quand j'étais plus jeune, parce que je pense qu'on a peut-être sûrement une bonne dizaine d'années d'écart, genre WordPress c'était la base pour écrire un blog, tu vois. Et souvent tu sais même les e-commerçants ils avaient leur site sur PrestaShop, tu vois, il n'y avait pas Shopify à l'époque, et ils avaient le blog adossé qui était en plus SEO, du coup c'était bien pour faire du SEO et qui était du coup sous WordPress quoi. J'aime trop WordPress. Vraiment pour faire une bonne stratégie SEO, c'est tellement puissant. Donc voilà, petit SaaS de traduction qui est dispo le but de base, c'était vraiment, tu vois, en gros, c'est la problématique que j'ai rencontrée, pourquoi je l'ai développée, c'est chez Wallaxy. À un moment donné, on a voulu passer la stratégie de référencement sur plusieurs langues.
Néanmoins, comment tu traduis 1800 articles d'un coup, tu vas pas le faire à la main. Ok, DeepL, c'est assez limite parce que les copier-coller, ça va 2 minutes. Et en fait, la majorité des outils ne conservent pas ta mise en page. Donc, tu es obligé de tout retaper, les liens que tu as mis, les mots-clés en gras, les balisages, titres. Les images, les titres. Alors que là, tu vois, du coup, c'est pour ça que j'ai développé l'outil. Tu appuies sur un bouton, ça conserve absolument tout ton balisage, tes mots-clés en gras, et ça remplace tes liens internes dans la bonne langue. Parce que moi, ça me faisait perdre 5 heures par semaine, cette connerie. Là, tu prends ton lien en français, sur ton article anglais, il passe en anglais automatiquement, t'as pas besoin d'aller chercher ta traduction, modifier le lien, etc. Tu vois, en gros, j'ai juste développé l'outil qui, moi, me faisait gagner beaucoup de temps. Ok, c'est lourd. Du coup, alors là, on est encore une fois, je pense que j'ai jamais dit autant la date dans un podcast. On est fin octobre, donc il reste 2 mois. En fait, grosso modo, Noël, c'est demain, ça va arriver à une vitesse folle. Si on parle du coup de 2025, c'est quoi tes 2-3 gros enjeux 2025, que ce soit pour ta création de contenu, pour ton agence, et puis pour son développement, ça va être quoi tes 2-3 gros chantiers? J'ai l'impression quand même que tu aimes faire beaucoup de choses, mais que tu as conscience qu'à un moment donné, il faut faire bien les choses et que du coup, il faut se concentrer sur les 2-3 gros projets qui vont être importants, quoi. Ouais, gros projet pour moi, ça va être, gros enjeu, c'est surtout c'est de stabiliser. Donc, c'est-à-dire faire en sorte que ce soit sur l'agence, les formations, l'outil, tout est carré, tout roule, tout tourne bien, les process, ils sont parfaits, tu vois, et on peut passer entre guillemets à la suite. Donc ça, c'est un gros enjeu. Il y a un enjeu aussi de moi trouver mon équilibre, tu vois, c'est con, mais j'étais salariée toute ma vie, hein. Donc là, c'est la première fois que je suis à mon compte, donc faut que j'arrive à prendre ma place aussi en étant plus salariée, mais la bosse, wesh. Non, mais c'est con, mais vraiment, on a l'impression que c'est facile, mais ça ne l'est pas, hein. Moi, j'ai gardé grave des habitudes de salarié. Je suis pas encore habituée à ce que ce soit à moi de prendre certaines décisions. Mon agenda, des fois, je le gère super mal parce que j'ai envie de dire oui, mais en même temps, je surestime mes capacités à faire quelque chose en une journée. Donc, il y a un enjeu aussi d'équilibre pour moi. Et après, ça va être vraiment pérenniser la marque. Donc, pérenniser la marque, là, pour moi, ça vient en avoir des offres vraiment durable dans le temps et surtout quali avant tout. Quali. Ok, écoute, je pense qu'on arrive vers la fin de ce petit podcast. Je vais faire un truc que Caroline Mignot m'a conseillé hier en podcast. Un truc que je ne fais jamais, tu vois, c'est de prendre mon portable et juste de faire une story de ce qu'on est en train de faire pour pouvoir le reposter derrière. Hop, c'est bon. Et après de le poster, voilà. Parce que sinon, en fait, à chaque fois, les invités viennent, ils se partent et je me dis, putain, j'ai complètement oublié la partie Instagram. Et tu vois, moi, ça fait partie Instagram et YouTube, ça fait vraiment partie des gros piliers de l'année prochaine. Donc, il faut que je commence un peu à apprendre les codes et les habitudes. Je les ai très bien pour le podcast, pour LinkedIn, la newsletter. Ouais. J'ai un peu de mal pour les autres. C'est vrai que c'est difficile d'être au top sur tous les canaux. Mais bon, écoute, faut accepter que ça soit lent et qu'on ne peut pas être au top. Je pense qu'on peut pas en masteriser 3 par an, tu vois. Il faut accepter qu'il y en ait 1, voire 1,5 par an en plus, quoi, tu vois. C'est ça. Et encore, tu vois, moi, j'ai accepté de lancer Instagram quand j'estimais que je maîtrisais LinkedIn. Mais pour autant, il y a des jours sur Insta, tu vois, j'ai pas le temps, quoi. Et c'est pas grave. On est bien d'accord. Okay. Bon, en tout cas, merci beaucoup Amandine, on a fait efficace, 40 minutes de full playbook sur la création de contenu, l'entrepreneuriat, création d'audience, communauté, monétisation et surtout en fait voilà, si les gens ils doivent peut-être s'attarder pour moi sur que s'ils avaient le droit d'avoir un seul takeaway avec toi, c'est sur en fait la manière dont tu as mené en fait ta création de contenu qui a été en fait pour moi une masterclass parce que tu as choisi une niche, tu as choisi une expertise et on va dire que tu es resté quand même droit dans tes bottes là-dessus et en fait c'est pour ça que ton discours en fait il est tellement clair pour les gens que en fait du coup les gens ils t'assimilent vraiment ça au SEO, quoi, tu vois. Donc rester régulier. Bravo à toi pour ça. Merci à toi pour ça. Merci à toi d'être venu dans le podcast. Je vais faire juste les petites mentions légales de fin. Déjà, toi, où est-ce qu'on te suit? Amandine Barr sur LinkedIn. Barr, c'est B-A-R-T, hein, c'est ça? Tout à fait. Ouais, sur LinkedIn, c'est très bien. Pareil sur Instagram ou sur Instagram, c'est peut-être ta marque, non? Non, c'est tout. Pareil sur Instagram, Amandine Barr partout. Ouais, comme ça. La newsletter, c'est quoi? SEO sans migraine? AmandineBarr.substack. Eh ben, écoute, non, mais moi c'est pareil, hein, l'ego à fond la caisse, on met notre blaze est une marque, on s'en fout. Donc Amandine Barr partout, vous pouvez retrouver tous les contenus.
Et moi, du coup, si vous avez regardé cette vidéo sur YouTube, pareil, si vous pouvez juste vous abonner, mettre un petit like, dire en commentaire ce que vous avez pensé ou juste dire merci Amandine pour tout ce que tu nous as donné pendant ces 40 minutes. Si vous êtes en audio, voilà, juste un petit 5 étoiles, pareil, ça vous prend 2 secondes, c'est gratuit, ça fait plaisir. Merci beaucoup Amandine, merci à celles et ceux qui nous ont écoutés et je vous dis à bientôt dans La Chapelle Radio. À tutti.